Nombreuses démonstrations. Sur Internet, une société propose de mettre en relation des enseignants et des élèves. Sur leur site, des milliers de professeurs. Nous décidons de nous inscrire gratuitement sous un pseudonyme pour postuler en tant que professeur d'anglais. Une annonce, un faux CV, l'opération prend 10 minutes. Sur le site, il est précisé que des copies des diplômes seront demandées lors de la première mission, ainsi qu'une pièce d'identité et un extrait de casier judiciaire. C'est la loi. Les semaines passent, mais personne ne donne suite à notre annonce. Nous décidons cette fois-ci de souscrire un abonnement, 19 € pour 3 mois. Et là, bizarrement, le lendemain, on nous appelle. C'est pour un jeune homme qui a 13 ans, il est en 4e, il a jamais aimé l'anglais. Oui, moi je me fais il a jamais accroché. D'accord. Du coup, la maman, elle prend les devants, elle veut une remise à niveau. Ouais. Disponibilité mercredi après-midi ou sinon un soir dans la semaine à partir de 18 h. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne soirée, au revoir. 24 heures plus tard, dans une zone pavillonnaire à 3/4 d'heure de Paris. Notre journaliste s'apprête à donner son premier cours d'anglais à un adolescent. Pourtant, la société ne nous a jamais rencontrés. De plus, elle n'a demandé ni diplôme, ni pièce d'identité, ni même extrait du casier judiciaire, pourtant obligatoire. Bonjour. Enchantée. Tu t'appelles? Enchantée. Comment alors Moi, je vous propose de vous installer sur son bureau, dans la chambre, à côté. Ouais. Ça fait un quarter, past, 9. Exactement. Si je te dis 6h20. Sans aucune méthode pédagogique, notre faux professeur passe 1 heure, seul, avec ce jeune garçon. Non seulement cette société envoie des professeurs sans aucune vérification chez des particuliers, mais en plus, elle escroquerait ses clients. Pierre, 37 ans, est un père de famille en colère. Il rêvait d'offrir des cours de piano à ses 2 garçons, des leçons qui n'ont jamais eu lieu. J'ai eu une expérience assez malheureuse et pénible avec un organisme de cours en général, dont de piano, qui officie sur Internet. Au mois de juin 2008, Pierre s'inscrit sur le site. Il paie 49 € de frais d'inscription avec l'espoir de trouver rapidement un professeur de piano pour ses enfants. Les mois passent, mais pas de professeur. L'été passe, pas de proposition de professeur de piano. Je les relance une première fois fin août en leur demandant de mettre en place rapidement les cours pour mes enfants. Toujours pas de réponse. Donc je demande le remboursement par courrier, par mail d'abord, puis par courrier simple début octobre. Ces courriers restent sans réponse pendant près d'1 an. Mais il y a pire. Et en mai 2009, je me rends compte que finalement, c'est pas simplement 49 € qu'ils m'ont débité, mais c'est de près de 250 €, 248,50 €. Pierre se rend compte que la société prélève plusieurs mois de suite 19,95 € sur son compte, mais toujours pas de prof. Puis du jour au lendemain, c'est un autre organisme proposant des cours de mathématiques qui prend le relais et qui débite son compte de la même somme. Bêtement, un jour, en regardant mes comptes, un jour où il devait y avoir moins d'argent sur mon compte, et donc j'étais un petit peu inquiet, et donc je vérifiais juste ce que j'avais fait sur ce mois en cours, et je vois... Et en fait, je comprends pas ce que c'est, et je regarde sur le relevé de compte du mois précédent, et je revois 19,95, donc là, je lève un loup, et en remontant, je me suis aperçu que c'était finalement... que c'était lié, que les montants étaient les mêmes que cette... J'ai jamais demandé de cours de maths en plus. À la base, je me suis inscrit pour des cours de piano, et je me retrouve à être prélevé par un organisme qui s'appelle à Angers. Jamais rien signé, etc., etc. Mais alors, comment cette société sortie de nulle part a pu débiter le compte de Pierre? Voici son hypothèse. Je m'aperçois que la société à laquelle j'ai fait appel pour avoir des cours de piano a communiqué mes coordonnées bancaires à une autre société, à Angers. J'étais très énervé, très en colère.
de m'être fait complètement duper, de n'avoir rien vu, et finalement, pendant quelques jours, d'être complètement démuni, c'est-à-dire de ne pas savoir par où prendre ce problème et surtout comment le stopper. Pierre relance la société par courrier et par téléphone, en vain. Alors il contacte les services de la répression des fraudes, la DGCCRF. Après 1 an et demi de galère, il obtient gain de cause. Aujourd'hui, il dénonce ce système frauduleux. C'est très intelligemment monté, hein, finalement, parce que c'est 19,95 € tous les mois, vous ne les voyez pas partir. Donc c'est un business mafieux superbe. Le cas de Pierre n'est pas isolé. Prélèvement frauduleux, professeur non qualifié. Sur Internet, des centaines de gens se plaignent des arnaques de cette même entreprise. Pour en savoir plus, nous avons poussé la porte de cette société pour laquelle notre journaliste a donné un cours et dont Pierre a été victime. C'est ici, dans cet immeuble en plein cœur de Paris, qu'elle officie. Bonjour. C'est le directeur qui nous reçoit. Depuis cet appartement, une dizaine de salariés mettent en relation des professeurs et des familles sans jamais voir personne. En moyenne, on doit avoir à peu près 500 missions par semaine, nouvelles qui arrivent. Nouvelles. Et vous avez 10 personnes pour traiter 500 missions par semaine. Je me trompe dans le chiffre. En fait, je me suis trompé. Non, pardon. En fait, on a 200 nouvelles missions. Enfin, je recommence. Le directeur ne semble pas vraiment à l'aise avec les chiffres de sa société. Quant au nombre de professeurs qui y travailleraient... En tout, nous, on a un énorme registre de professeurs. Je pense que c'est le plus grand registre de professeurs particuliers du monde. Mais ce plus grand registre de professeurs particuliers au monde, comment est-il contrôlé ? Voilà ce que je sais faire. Voilà ce que je fais. On vérifie leurs références, leurs diplômes, leur casier judiciaire. Au moment de la première mission, on leur demande de nous envoyer tous ces documents et on peut les montrer, si la famille le demande, à la famille tout simplement. D'accord. Donc avant même qu'il y ait un premier contact avec l'élève, avant qu'il parte, il faut qu'il y ait ce contrôle. Ah bah oui, bien sûr, c'est nécessaire. C'est très très important. On peut pas, en plus, pour envoyer des professeurs au domicile d'un élève qui est souvent mineur, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Ouais. On est très très vigilant là-dessus. Pourtant, rappelez-vous, lorsque la journaliste est allée donner sa première heure de cours chez un mineur, elle n'avait jamais rencontré l'entreprise. Pire, on ne lui a demandé ni diplôme, ni pièce d'identité, ni extrait de casier judiciaire. Alors devant l'inscription de la journaliste, le directeur est mal à l'aise. Alors, il s'avère que je me suis inscrite sur votre site, sous un faux nom. D'accord. J'ai fait un faux CV. D'accord. Et il n'y a rien de vrai dans mon CV. D'accord. On m'a envoyé faire une mission dans un élève et on m'a demandé ni diplôme, ni CV, ni extrait de casier judiciaire. Eh bien écoutez, je suis désolé que ce soit arrivé. Je ne savais pas que c'était possible. Et en l'occurrence, en théorie, on vérifie systématiquement les diplômes des professeurs qu'on envoie. Il y a eu effectivement, visiblement, un raté avec vous. Séverine, Caroline, Julie. Réponse peu convaincante du directeur, mais ce n'est pas fini. Rappelez-vous, Pierre a payé des cours de piano pendant plusieurs mois. Pourtant, il n'a jamais vu l'ombre d'un professeur. Le jeune patron a bien une explication, mais elle est un peu confuse. Alors, tout simplement, là c'est difficile de vous répondre. Comme je vous disais, on traite quand même beaucoup de dossiers. Et heureusement, les 200 dossiers par semaine trouvent généralement un professeur. Donc il arrive que parfois on ne trouve pas de professeur. En fait, il n'y avait pas de professeur disponible. C'est parfois compliqué de trouver par exemple un professeur de guitare ou de piano dans un coin un petit peu reculé de la France. Donc, c'est à Paris 17e, hein, il habite en plein cœur de Paris. Écoutez, ça peut 10e, je crois. Voilà, c'est encore plus en de Paris. Et pour couronner le tout, l'organisme de soutien scolaire a communiqué les coordonnées bancaires de Pierre à une autre société. Mais pour ce directeur, ce n'est pas de sa faute. Pierre, qui cherchait des cours de piano, aurait accepté, sans s'en rendre compte, des cours de maths. Je pense qu'effectivement, ce monsieur se trompe en fait, qu'il l'a accepté et qu'il s'en est pas rendu compte. Mais ce qui est possible, ça peut vous arriver de prendre un abonnement téléphonique et il arrive que, on vous prenez un abonnement téléphonique tout simplement et on vous propose un service complémentaire. Vous ne comprenez pas qu'il faut l'arrêter au bout du 3e mois, sinon après ça ne devient pas gratuit. Ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. Une fois de plus, nous serions tombés sur un cas exceptionnel. Pourtant, nous avons contacté le service de la répression des fraudes. Ils nous ont confirmé que des dossiers comme celui de Pierre, ils en avaient plein leur bureau. Pour le directeur, nos questions deviennent gênantes. Là, en l'occurrence,
En l'occurrence, pardon, j'aimerais bien boire un petit verre d'eau, si vous voulez bien. Oui, je vous en prie, je vous en prie. Je reviens tout de suite. Il s'éloigne, mais il oublie qu'il est équipé d'un micro. Elle me piège. C'est horrible, elle s'est inscrite comme prof sur le site. À son retour, notre interview tourne court. On nous demande gentiment de quitter les lieux. En France, 23% des moins de 25 ans sont au chômage. Les diplômes ne sont plus la clé de la réussite. Une situation alarmante pour les jeunes, une aubaine pour d'autres. Et avec la crise, cette tendance n'est pas prête de s'inverser. Guillaume, vous êtes porte-parole du collectif Génération Précaire. Alors c'est ce qu'on voit dans le reportage, des organismes de soutien scolaire ou de formation privée qui ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'on peut en attendre. Quel est votre sentiment, vous, par rapport à ces organismes? Il y a un vrai problème qui est que bien souvent, les gens qui forment se lavent un peu les mains de ce que devient un étudiant, outre le fait qu'il paye une année scolaire et qu'il passe un diplôme. Or, justement, par le fait des stages, ils appartiennent à deux mondes. Le monde de l'entreprise, vraiment, de façon massive, et puis, certes, à ces écoles. Et bien souvent, des écoles, en fait, se contentent de signer des conventions de stage et non pas d'approche réellement pédagogique en profondeur de ce qu'est le phénomène du stage. Qui sont les responsables de la précarité chez les jeunes, d'après vous, par rapport à tout ce que vous connaissez du système? Comment s'échapper d'un système où, depuis 30 ans, on parle de chômage de masse? Quand vous avez 25 ans, ça fait 25 ans qu'on dit « Mon Dieu, c'est terrible, le chômage est une sorte de fatalité pour tout le monde, etc. » Il y a une tendance chez les jeunes à se brader. Ça se traduit comme ça, c'est-à-dire, alors que vous savez très bien que vous avez fait un cursus de très bonne qualité, que vous avez un bon diplôme, que vous avez des stages derrière vous, par exemple, vous acceptez un stage de plus à des conditions moindres, alors que vous savez pertinemment que vous êtes en recherche d'un emploi junior, que vous avez les capacités à faire valoir, et donc vous vous, en fait, dévaluez sur le marché. Reste une solution si vous voulez avoir la chance de trouver du travail, le compagnonnage. Mais encore faut-il résister à la pression exercée pendant l'apprentissage. Pour la première fois, notre équipe a été autorisée à tourner à l'école des compagnons. Ici, les règles sont secrètes et la formation rigoureuse. Le mot respect, vous ne le connaissez pas. Vous l'avez jamais entendu. Je suis tout le temps obligé de vous menacer. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Alors vous allez vous disperser dans le calme le plus total. Nous vous raconterons également comment une formation dérape et entraîne la mort d'un compagnon. Celle d'Alain Dubois, il venait d'avoir 20 ans. Il tient pas debout, c'est pas possible, c'était pas son caractère. Il y a toutes sortes de zones d'ombre dans cette histoire. Nous sommes à Mouchard, dans le Jura. Cette école compagnonnique existe depuis 1993. Ici, on apprend à devenir charpentier, menuisier, plombier et beaucoup d'autres métiers. Mais on apprend surtout la discipline. Il faut que tout le monde fasse quelque chose en fait. Et le formateur regarde et ceux qui ne le font pas, Il y a quoi? Une punition. C'est quoi les punitions? Creuser un trou, le reboucher, casser des cailloux, les mettre dans la benne, vider la benne. En punition? Voilà, si on travaille pas bien ou s'il y a des mauvaises notes. Si... C'est déjà arrivé? L'année dernière, oui. Cette année, je crois pas encore, mais ça va arriver. Arnaud a 16 ans. Il est apprenti plombier. Ici, il apprend la rigueur et le mode de vie version compagnon. Le dîner, ça dure à peu près, il faut 15 minutes. 15 minutes? Il faut arriver à 7h, à 6h15. Et après, il faut sortir vers 6h30. C'est pas beaucoup, hein? C'est comme d'habitude, c'est l'habitude. Les temps des pauses sont serrés et pendant les repas, c'est silence le plus total.